Quelle disgrâce de race peut bien régner parmi les cristaux pour empêcher le reflet de l'eau? J'entends une voix qui m'appelle sans bruit dans les ombres mystérieuses des cratères. Ô toi qui as dédaigné de me suivre dans mes déboires et mes rêves inoubliables, pourquoi reviens-tu sans cesse me hanter et me tuer? Toi qui n'as pu comprendre ma nature délicate de cheval brun, je te chasse, et d'un grand geste de dégoût, cette voix s'éteint. Mais dans un éclat de rire, tu peux parler à ton aise. Moi, je suis de cette race rouge et épaisse qui frôle les éruptions volcaniques et les cratères en mouvement. Qu'est-ce que c'est que le refus global? Okay. Oui, et c'était tout un ensemble de choses, je dois dire. Non seulement on refusait la société, le côté, comment je dirais, chrétien, catholique, engagé des choses, mais en même temps, on s'engageait, je reviens, sur un plan artistique. On avait envie que quelque chose change. On avait envie que le monde change. Le monde carré, le monde où on dit tu fais telle chose à tel endroit, tu te maries suivant telle circonstance, et puis après tu es marié pour la vie, et puis tu t'alignes comme ça et tu en supportes les conséquences. Et si ça devient à un moment donné, tu deviens hypocrite parce que vis-à-vis des autres, ça fonctionne toujours. Tu vas à l'église parce que tout le monde le fait. Je veux dire, c'est tout ce monde-là. L'aventure que nous vivions ici me semblait une aventure de fraternité humaine, qui était au-delà justement du christianisme, qui était une chose absolument merveilleuse qu'on semblait découvrir. Et pour les gens qui continuaient à habiter au pays ici, on avait l'impression qu'on se tenait les coudes et que les peurs peu à peu disparaissaient, il me semble. Mais moi, c'est curieux. Je serais d'avis avec Françoise que on était un peu comme des prisonniers. Tu sais, un prisonnier qui dit je m'évade de la prison parce que j'ai besoin d'air pour respirer. Et pour moi, il n'y avait plus d'air à respirer. Alors, je suis partie après. Je suis partie à 53 parce que j'avais 3 enfants, puis il me fallait les moyens pour partir. Mais j'attendais, tu sais, comme un cheval qui guette le moment pour sauter. Mais ça, c'était un arrière-plan tout le temps. Pour moi, c'était de fuir ce moment où il n'y avait pas d'air à respirer. On étouffait, quoi. C'est étrange comment le cheminement se fait chez les êtres, tu sais, parce que moi, j'avais senti qu'avec l'avènement de Refus Global, il y avait une porte ouverte à la magie, au rêve, et qu'elle pouvait être aussi bien ici qu'ailleurs, tu sais. Enfin, c'est différent. Oui, mais on l'a signé, on était dans un... C'était un idéal, mais comment il fallait le vivre? Mais on l'a vécu aussi, je pense. On l'a vécu, mais je veux dire, la question était pourquoi on a signé Refus Global? Oui, pour obtenir ces libertés, c'est sûr. En tout cas, on voulait transformer quelque chose. Que la chose la plus précieuse, c'est que Bordua est parti quand même. Bordua est parti. Il est parti en 52. Ben, oui, il ne pouvait plus respirer. Oui, lui aussi, il attendait pour partir, mais je pense que c'est très lié aussi avec nos vies. Mais je ne crois pas qu'on ait signé Refus Global on savait bien que Refus Global, même si on était jeune, que Refus Global n'allait pas changer le monde si vite que ça. Et comme tu dis, il fallait le vivre. Et puis il y avait une autre chose, ça dépend peut-être de nos métiers, mais donc sur le plan visuel. Pour moi, j'étais affamée de peinture. Tu sais, je suis arrivée, je me suis putain, la Hollande, la Belgique, tout y est passé jusqu'à Istanbul. Moi, j'étais affamée de culture aussi. Oui, affamée de culture, je dois dire. Alors, Refus Global dépassait le médium dans lequel on travaillait. On pouvait travailler en peinture, en danse ou en autre chose. Et puis, c'était simplement une faim de connaître autre chose. Une soif. Je crois que ce qui est arrivé avec ce phénomène Bordua, c'était
qu'il a éveillé en nous une soif de quelque chose d'autre. Je connaissais Bordua, mais je le connaissais parce qu'il était peintre à Saint-Hilaire et j'allais le voir. Mais je ne connaissais pas le mouvement automatiste. Je veux dire, ça n'existait pas à ce moment-là. Et je suis allée à une exposition et j'ai trouvé ça magnifique et j'ai acheté un tout petit mousseau et j'ai demandé à Mousseau s'il voulait me le vendre. Il a dit certainement. Et je me rappelle de lui avoir proposé humblement $1 par semaine. Puis je me suis dit en sortant qu'il est merveilleux ce peintre parce qu'il accepte que je le paie $1 par semaine. Mais j'ai su après que c'était le seul tableau qu'on avait vendu. Alors vois-tu, c'était ça le climat ici, c'est que... Et puis je me souviens également que j'allais très souvent dans une galerie que je peux bien nommer, la Domaine Galerie, et que je regardais des tas de tableaux et qu'un jour j'avais dit à quelqu'un à la galerie, pourquoi n'exposez-vous pas ces peintres-là? Et il m'avait regardé avec un air absolument incroyable. D'ailleurs, tu te rappelles, Françoise, il n'y avait pas de possibilité d'exposer. On exposait dans les ateliers ou dans les maisons privées, chez Muriel, chez Gauvreau, etc., parce que, justement, c'était pas possible, les galeries ne voulaient pas exposer. C'était ça, le climat. On leur demandait de voir de la peinture canadienne. Alors, à ce moment-là, ils rentraient dans la plus petite salle. Et puis, sous le comptoir, là, il y avait un grand comptoir, il y avait un rideau. Et puis, on ouvrait les rideaux. Et puis, tout à coup, en dessous, on se pliait. Comme ça, on sortait une espèce de chose. Et puis, ça, c'était la peinture canadienne. Oui. C'était ça, à ce moment-là. Alors, on avait envie de vivre beaucoup plus ouvertement que ça. Françoise, les livres chez Tranquille, tu te rappelles quand Tranquille lui passait en dessous du comptoir? Oui, tout était mystérieux, mais finalement, ce mystère, on voulait le percer, on voulait le vivre, on voulait le partager avec d'autres êtres humains. On ne voulait pas toujours être obligé de faire ça, et puis... On se retrouvait... surtout dans les ateliers. Mais les ateliers n'étaient pas vraiment des ateliers. C'était toujours une chambre, rue Sainte-Famille, ou un petit garage, rue Saint-André, peut-être. Hein? Oui. Et puis, Bordua visitait les ateliers, et il nous passait on savait où étaient les clés, puis nous, on allait revoir les tableaux. Et c'est peut-être là où on a entendu Bordua parler de peinture le plus souvent, devant les tableaux de Mousseau, Barbeau, Riopelle, Gauvreau. Trouves-tu, François? Oui. À ce moment-là, on avait si peu d'argent, ou ils avaient si peu d'argent qu'ils peignaient sur les murs. Et Barbeau pouvait commencer un tableau, et Mousseau le continuer, et Riopelle le continuer. Et puis, quand il quittait ce lieu-là, il découpait le mur et il l'apportait. C'était le tableau. Je suis arrivée et j'ai trouvé Refus Global, en somme, tout pensé, tout préparé. Et c'est que je cherchais. Hein. Alors pour moi, c'était une adhésion totale. Hein. C'était ce que je cherchais. Et il n'y a pas eu... Et quand j'ai signé, ça m'allait comme un gant. Tu sais, c'est comme quand j'ai trouvé Paris, j'ai dit, tiens, voilà une ville qui me va. Hein. Et là, c'était la même chose. C'était tout un passé accumulé qui était inconscient. Tu avais après un fonctionnement de taupe, comme je dis. Alors pour moi, c'était instantané. Tu sais, une adhésion totale, ça correspondait exactement à ce que je cherchais. Alors, comme je n'ai pas participé à toute l'élaboration, qui a dû être toute une autre attitude, un autre phénomène, moi, c'est un choix... non, c'était pas un autre phénomène. Je pense que c'était un cri direct. C'était vraiment un cri direct. On voulait ça, et puis on l'a écrit, et puis c'était ça. Ouais. Et puis après, il fallait le vivre. Je veux dire, intellectuellement, on l'écrivait. Oui. Ça, c'est juste. Et après, on l'a vécu. Oui. Quelques-uns d'entre nous. Mais il y avait quand même entre le vivre et ce qu'on a vu intuitivement, s'il y avait comme charge dynamique dans ça, je pense que ça engageait toute notre vie. Et ça, je pense qu'on le savait très bien. Ce n'a pas été, comme je disais tout à l'heure, ce n'a pas été un contrat qu'on allait passer devant notaire. Non. Hein? On sentait que c'était chargé et que ça allait nous engager profondément. Je pense, moi, que c'était... que passionnément, on s'est retrouvés dans le texte aussi. Et puis, à la lecture du texte, moi, je me rappelle que la première fois, j'étais complètement emballée et que ça m'a pris un certain temps pour réfléchir à toute la portée de ce qui était.
Et j'ai senti que je jouais tout de suite ma vie par rapport à ma famille et par rapport à mon milieu de travail. Parce que, rappelle-toi, tu te rappelles, François, j'étais la seule qui travaillait, presque. Il y avait Fernand qui travaillait. Mais moi, je travaillais depuis l'âge de 15 ans. Alors, quand j'ai dû poser ce geste-là, je savais que ça signifiait beaucoup. Et Bourdieu m'en avait parlé aussi. Et d'ailleurs, quand ça a été fait, je me suis fait parader devant des gens, des Anglais, qui m'ont dit « Mais c'est pas possible, Madeleine, une fille si gentille et si douce comme vous, que vous pensiez de ça. » Est-ce que vous voyez? Mais c'est vrai, tu te rappelles, Françoise est très au courant. Oui. Parce que j'allais voir Françoise, tu te rappelles, on se voyait toujours. Et des fois, je disais à Françoise, ils ne font pas de part à ma pensée, à ma façon d'être ou n'importe quoi. C'est simplement que j'ai signé ce texte épouvantable, qu'ils ne connaissaient pas d'ailleurs, et que personne n'a connu à cette époque-là. Parce que je crois qu'il y a peu de gens dans nos milieux très proches. Ma famille ne l'a pas lu. Oh, si, moi, Chez la toi. mienne. À toi, ton père, sans doute. Oh, mais pas dis chez donc. moi. Moi, ils m'ont carrément dit que je devais prendre une décision. C'était refus global ou la famille, comprends-tu? Alors, c'était ces décisions-là aussi qui étaient très importantes. Mais une fois cette décision-là prise, bien, plus tard, il fallait continuer à vivre de la même façon, se moquer des préjugés, poser les gestes qu'on devait poser, accepter de se divorcer, par exemple. C'est un exemple très clair, parce que on devait, il y a X années, quand on posait un geste comme celui-là, braver notre famille, le milieu social, tout ce qu'on peut imaginer. Alors, mais ça, pour moi, il n'y avait aucune question. Si ma vie et ma passion me conduisaient à telle chose, quand je dis passion, je ne parle pas de passion amoureuse, mais il fallait que je pose des gestes et j'en prenais toutes les responsabilités. Et je pense que c'est ça que m'a donné le fait que j'ai signé ce refus global, ça m'a donné ce pouvoir de poser des gestes. Qu'est-ce que tu en dis, toi? Ben, est-ce qu'on peut dire que moi, je sais que quand j'ai signé Refus global, j'avais 19 ans. Je pense qu'au moment où j'ai signé, je ne signais pas en étant consciente de toute la répercussion que ça pouvait avoir. Non, sûrement pas. Moi non plus. C'est que... Il y avait des problèmes, il y avait des points exposés dans ça auxquels je croyais fortement et que j'ai essayé de vivre après ou que je pense que j'ai vécu. Mais je ne peux pas dire, vraiment honnêtement, maintenant, je ne peux pas dire que je savais la portée de tout ce que j'ai signé. Est-ce que je peux dire quelque chose? Moi, j'étais parfaitement consciente. Et je le signerai 2 fois, plutôt qu'une. Ça, c'est mon témoignage de ma conscience personnelle à cet âge. Ah oui. Moi, il y a une chose que je me suis rendu compte, dans tous les cas, même en étant jeune, c'était qu'on allait s'offrir le plus grand luxe qui existe au monde. La liberté. Oui. Voilà. Ah, ça c'est merveilleux, Marcel! Merveilleux! Je pense que ça, Ah oui, c'est merveilleux. C'était partagé par tout le monde. Ah oui. Peut-être, tu sais, intuitivement, quelquefois, mais je pense que c'était ça, le tonus qui régnait quand même. Ah oui. C'est merveilleux. Oh, Marcel. Ah, c'est merveilleux.